But we do begin tonight with the breaking news from the Supreme Court. The nation's highest court late today agreeing to hear former President Donald Trump's claim of absolute immunity from prosecution for actions he took while in office. The move comes after a lower court, a federal appeals court, had unanimously rejected Donald Trump's claim. This move from the Supreme Court to decide this will delay the federal case brought by special counsel Jack Smith for Trump's alleged actions to overturn the election and January 6th. So tonight here, how soon could the Supreme Court decide this? And if they don't decide in Donald Trump's favor, Depuis les années 1970, aucun tribunal fédéral n'avait invalidé un fondement stratégique présidentiel ayant un impact direct sur l'exercice de la fonction. Le 9 janvier 2026, à Washington, D.C., la Cour d'appel du circuit fédéral a rendu une décision qui, bien que technique dans sa formulation, a considérablement modifié la compréhension actuelle des limites du pouvoir présidentiel en matière pénale. L'affaire, jusqu'alors considérée comme l'une des nombreuses contestations formelles déposées par l'équipe juridique de Donald Trump, a pris une tournure exceptionnelle lorsqu'elle a reçu l'avis unanime de la Cour contre la validité de tout mécanisme d'autogrâce présidentielle, établissant pour la première fois une jurisprudence contraignante sur le sujet devant une instance fédérale supérieure. Le texte de l'arrêt a souligné qu'aucune personnalité publique ne peut exercer d'autorité sur son propre jugement pénal, affirmant que la logique constitutionnelle rejette clairement l'idée qu'un président puisse s'accorder lui-même l'immunité pour d'éventuelles violations légales commises pendant ou après son mandat. Bien que limité à la portée procédurale immédiate, ce document juridique modifie la conception institutionnelle qui prévalait jusqu'alors sur la portée fonctionnelle des prérogatives de la fonction, y compris l'interprétation même de la clause de clémence présidentielle prévue à l'article 2 de la Constitution. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En reconnaissant que certaines catégories d'infractions, telles que la falsification de documents, l'entrave aux procédures fédérales et l'ingérence dans les élections, ne peuvent être protégées par des clauses d'immunité implicites, la Cour a tiré la sonnette d'alarme sur la portée juridique que certaines stratégies de protection cherchaient à mettre en œuvre. Il ne s'agit pas d'une révocation directe des prérogatives exécutives, mais d'une délimitation formelle des zones de chevauchement entre l'autorité institutionnelle et la responsabilité individuelle. Au cœur de la décision se trouve une lecture textualiste de la Constitution qui, bien que respectant le principe de la séparation des pouvoirs, refuse que cette séparation puisse être utilisée comme un abri pour empêcher l'application du droit pénal ordinaire. Ce faisant, la Cour a réaffirmé que le statut politique d'un agent public n'est pas un critère légitime pour empêcher des poursuites pénales, dans les cas où l'élément subjectif du comportement n'a pas de rapport avec les attributions typiques du gouvernement. La singularité de la décision est accentuée lorsque l'on observe le contexte dans lequel elle a été rendue. L'équipe de défense de Donald Trump avait insisté, au cours de plusieurs recours, sur la thèse selon laquelle les actes accomplis pendant la période de transition et dans l'exercice de la présidence devaient être présumés protégés, en particulier ceux ayant des motivations politico-institutionnelles. La Cour a toutefois inversé cet axe de présomption en affirmant que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la protection, et non à celui qui demande la responsabilité. En d'autres termes, il n'est plus admissible de supposer que l'exercice de la fonction confère, par défaut, une protection préventive contre les poursuites pénales. Ce changement de cap procédural affecte non seulement l'évolution des affaires en cours, mais aussi la conception des futures stratégies juridiques applicables au chef de l'exécutif. Le moment où cette décision a été annoncée contribue également à son impact institutionnel. Avec plusieurs actions judiciaires suspendues en raison de l'élection présidentielle de 2024 et la réélection consécutive de Donald Trump,
de nombreux experts estimaient que le système judiciaire adopterait une attitude attentiste jusqu'à la fin du nouveau mandat. En signalant que certaines infractions restent susceptibles d'être examinées même pendant la durée du mandat, du moins sur le plan interprétatif, la Cour a introduit un facteur d'incertitude dans la dynamique qui s'était jusqu'alors organisée autour de la temporalité du mandat. Même si l'exécution des peines reste suspendue pendant la présidence, la validité de la condamnation et la légitimité de la procédure n'ont pas été annulées. Cette séparation entre jugement et exécution représente un changement technique, aux conséquences politiques potentielles importantes. De manière non déclarée, mais perceptible, la décision renvoie également à une série de discussions constitutionnelles qui ont marqué des moments de tension entre les trois pouvoirs au cours des dernières décennies. Des épisodes tels que les enquêtes contre Richard Nixon dans les années 70 et la destitution de Bill Clinton dans les années 90 avaient déjà mis en évidence les limites de l'autocontrôle institutionnel dans les situations de crise politique impliquant l'exécutif. La différence réside désormais dans la nature de l'objet juridique. Il ne s'agit plus de violations éthiques et politiques, mais d'infractions pénales clairement définies et ayant un impact direct sur les procédures fédérales. Cela modifie la nature de la réponse exigée par les institutions, car cela déplace le débat de la sphère de l'opinion publique vers le langage obligatoire de la légalité formelle. Pendant ce temps, des mouvements discrets de réalignement institutionnel ont commencé à émerger dans les coulisses législatives et judiciaires. Des sources proches de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont indiqué que la décision du tribunal pourrait avoir des répercussions sur la reprise de projets proposant des règles plus claires sur les limites de la clémence présidentielle. Du côté du pouvoir judiciaire, au moins 2 tribunaux de district attendaient cette décision pour se prononcer sur la recevabilité des preuves obtenues dans le cadre d'actions pénales suspendues par des injonctions. À partir de cette nouvelle interprétation, ces procédures pourront être réactivées ou démembrées, selon la nature des actes reprochés et l'étendue du lien avec les fonctions officielles. Il s'agit donc d'une reconfiguration progressive, mais visible, des mécanismes internes de responsabilité politique et pénale. Avec cette décision, le système a signalé que certaines limites étaient à nouveau opérationnelles. Au lieu d'une protection permanente fondée sur le poste ou la fonction, un modèle dans lequel chaque comportement doit être examiné en fonction de son contenu matériel et de son objectif institutionnel est désormais applicable. Il s'agit d'un changement de critère qui a un effet direct sur la manière dont le pouvoir présidentiel sera interprété dans les litiges futurs. Et bien que le texte de la décision se limite à l'affaire en question, le précédent est devenu une référence pour une série d'actions en cours dans d'autres juridictions. En suivant ce type d'analyse, le public a accès à des lectures qui ne dépendent pas des gros titres ou des interprétations hâtives, mais d'une observation attentive des mouvements internes du système. À partir de là, il devient nécessaire de comprendre comment différentes instances institutionnelles ont réagi non seulement à la décision de la Cour fédérale elle-même, mais aussi au remaniement plus large qu'elle a provoqué dans le système juridique et administratif. Au cours de la période qui a suivi la publication de la décision, les organes techniques du ministère de la Justice, y compris le Bureau des avis juridiques, OLC, ont entamé des révisions internes des avis précédemment émis concernant l'étendue des immunités présidentielles. Bien que ces analyses n'aient pas été rendues publiques, des membres du Congrès ont déclaré lors d'une audience à huis clos qu'au moins 2 mémorandums internes avaient été temporairement suspendus pour réexamen. Ces mémorandums, datant d'administrations précédentes, servaient de base d'interprétation pour les décisions en matière de non-poursuite pénale des hauts fonctionnaires. C'est dans ce contexte que le Congrès reprend un rôle important dans le cadre institutionnel du problème. Tant la commission judiciaire de la Chambre des représentants que la commission de contrôle du Sénat
ont inscrit à leur ordre du jour des audiences destinées à évaluer la cohérence entre les décisions judiciaires récentes et les politiques internes du pouvoir exécutif. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur la nature ou la nécessité de réformes constitutionnelles formelles, il existe une convergence dans le diagnostic selon lequel le vide interprétatif créé par les successives disputes judiciaires entre la présidence et les tribunaux doit être comblé avec une plus grande clarté juridique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même face à la tension politique qui entoure toute initiative législative à caractère institutionnel, des groupes idéologiquement distincts se sont montrés disposés à débattre des limites objectives à l'utilisation des prérogatives exécutives. Dans le même temps, des juristes et des universitaires liés à des centres de recherche en droit constitutionnel ont commencé à discuter de la possibilité de réintroduire des paramètres législatifs inspirés du modèle dit de double vérification. Selon cette proposition, certains actes présidentiels impliquant la légitime défense institutionnelle, tels que les grâces, les nominations dans le cadre d'enquêtes en cours ou les licenciements de procureurs, devraient faire l'objet d'un processus de certification supplémentaire, soit par le pouvoir judiciaire, soit par une commission autonome liée au pouvoir législatif. Bien qu'il en soit encore à ses débuts, ce débat reflète l'attention que le sujet a de nouveau suscité dans des secteurs traditionnellement réticents à modifier l'équilibre entre les pouvoirs. La réaction des tribunaux de première instance a également fait l'objet d'observations. Plusieurs juges fédéraux de district ont commencé à exiger, de manière plus systématique, que les parties précisent si les actes examinés dans chaque affaire relèvent de fonctions officielles ou de comportements privés. Cela a entraîné des changements dans les coulisses du monde juridique, avec des modifications stratégiques dans la rédaction des actes de procédure et dans la formulation des arguments. Les cabinets spécialisés en droit public, en particulier à Washington, ont signalé une augmentation de la demande d'avis évaluant la nature hybride de certaines actions, c'est-à-dire des actes dont la motivation et la forme peuvent être interprétés à la fois comme publics et privés selon les critères adoptés. Cette ambiguïté est particulièrement visible dans les affaires impliquant des communications avec des tiers pendant les périodes électorales, les courriels, les appels téléphoniques, les réunions et les manifestations publiques, qui étaient auparavant considérées comme faisant partie de la routine politique, sont désormais examinées sous l'angle d'une éventuelle instrumentalisation de la fonction à des fins personnelles. Cela inclut, par exemple, l'utilisation d'informations privilégiées dans les décisions de campagne, l'affectation de fonds dans le cadre d'une réélection ou la participation de conseillers de la Maison-Blanche à des stratégies d'image visant à dissimuler des faits faisant l'objet d'une enquête. La jurisprudence n'a pas encore consolidé une interprétation unique sur ces points. Mais la tendance observée est que les tribunaux exigent désormais un degré plus élevé de preuve d'intérêt public légitime pour chaque comportement présidentiel évalué. Un exemple de ce changement d'interprétation s'est produit dans une affaire en cours devant la Cour fédérale du district nord de Géorgie, où le juge responsable a décidé de scinder partiellement une action contre le président en séparant les actes impliquant une communication avec les autorités électorales de l'État, considérés comme faisant l'objet d'une évaluation, de ceux impliquant un contact direct avec des avocats privés pendant les phases préliminaires de la certification de l'élection. Bien qu'elle ne soit pas encore définitive, cette décision a créé un précédent pour l'utilisation de la catégorie acte hybride, qui pourrait devenir l'un des points centraux du débat devant les cours supérieures dans le cadre de futurs appels. Outre l'aspect juridique, cette reconfiguration a également des répercussions administratives. Les départements liés au bureau de l'éthique gouvernementale ont commencé à réviser leurs directives internes sur les conflits d'intérêts et l'utilisation de l'appareil public à des fins personnelles. Certaines agences fédérales, telles que le Bureau de gestion du personnel, OPM,
ont déjà signalé leur intention de réviser les manuels et protocoles relatifs à la conduite éthique des fonctionnaires liés au cabinet exécutif, y compris les directives sur les interactions avec les comités de campagne. Bien que ces changements n'aient pas d'effet rétroactif, ils indiquent une tentative d'adaptation institutionnelle au nouvel environnement juridique. L'intersection entre ces initiatives crée un paysage où le système tente simultanément d'absorber et de répondre aux précédents établis. Cette réponse n'est ni uniforme ni immédiate, mais on perçoit une tentative de créer des zones de stabilité interprétative qui permettront, à l'avenir, une plus grande prévisibilité sur ce qui peut ou non être considéré comme un abus de pouvoir. Il s'agit d'un effort technique, mais avec des implications politiques claires. En définissant que le président n'est pas au-dessus de la loi pénale, le pouvoir judiciaire ne se contente pas de fixer des limites opérationnelles, mais oblige également les autres pouvoirs à revoir leurs propres mécanismes de contrôle. En mettant en évidence ces liens, le rôle de cette chaîne reste le même, suivre attentivement les développements qui façonnent l'architecture institutionnelle américaine. Le débat sur la possibilité d'une responsabilité pénale dans le cadre de l'exercice de la présidence est loin d'être clos. Dans la pratique, la nature du débat a changé. Il n'est plus dominé par l'idée de l'impossibilité d'un jugement, mais se concentre désormais sur la définition de critères permettant de distinguer un acte présidentiel légitime d'un comportement qui outrepasse les limites du pouvoir conféré par la fonction. Actuellement, les juristes au point de vue divergent discutent moins de la question de savoir si un président peut être soumis à un procès, et davantage des conditions dans lesquelles cela devient juridiquement acceptable, ainsi que des éléments qui doivent être réunis pour que la responsabilité soit appliquée de manière cohérente. La position récente d'un circuit fédéral, rejetant la thèse de l'auto-amnistie, a renforcé la compréhension qu'il existe des limites objectives à l'exercice du pouvoir exécutif, mais n'a pas éliminé la marge d'incertitude qui marque encore l'application concrète de cette interprétation. Cette imprécision est encore plus visible lorsqu'on évalue les répercussions immédiates de la décision sur l'ensemble des actions judiciaires en cours. Une partie des experts interprète l'arrêt comme contraignant, mais avec une portée plus directe uniquement dans les cas où le défendeur tente de créer une protection expresse par le biais de mécanismes personnels de clémence. D'autres soutiennent que le raisonnement peut être appliqué de manière plus large, couvrant les situations dans lesquelles des prérogatives institutionnelles sont utilisées pour bloquer, retarder ou neutraliser l'application de la loi pénale, même sans formalisation d'une auto-amnistie. Cette différence d'interprétation ouvre la voie à des décisions divergentes dans les tribunaux inférieurs, rendant plausible l'émergence, dans les mois à venir, de conflits d'interprétation qui nécessiteront l'intervention future de la Cour suprême afin d'uniformiser la compréhension. Au cœur de la controverse actuelle se trouve la ligne de démarcation entre ce qui peut être qualifié d'action politique protégée et ce qui s'apparente à un comportement intentionnel susceptible de compromettre le fonctionnement du système démocratique. Cette frontière est particulièrement instable dans des contextes de forte polarisation, où un même geste peut être décrit comme une défense institutionnelle par un groupe et comme un abus de pouvoir par un autre. L'un des exemples les plus discutés est l'utilisation de déclarations publiques en langage institutionnel pendant les processus électoraux. Il n'y a pas encore de consensus sur la question de savoir si de telles déclarations, lorsqu'elles visent à contraindre des organes autonomes ou à orienter des décisions administratives, peuvent être considérées comme une tentative d'obstruction ou d'ingérence indue. En outre, la controverse persiste dans le domaine des preuves. L'admissibilité des preuves reste un point sensible dans les procédures qui mêlent actes officiels et initiatives privées. Une décision antérieure de la Cour suprême a établi des distinctions entre les comportements gouvernementaux
et les comportements personnels, mais a simultanément restreint l'utilisation de preuves liées à des actes officiels pour étayer des accusations liées à des comportements privés. Cela a créé un paradoxe juridique en protégeant les documents, les registres et les communications générées dans l'exercice de la fonction. Le système peut rendre difficile la construction d'un récit probatoire solide, même lorsque les faits enquêtés semblent dépasser la sphère strictement publique. Face à cette impasse, les analystes estiment que deux réponses institutionnelles principales peuvent émerger. La première implique le Congrès, qui tente de réglementer la distinction entre fonctions officielles et actes personnels par le biais d'une législation infraconstitutionnelle, en créant des paramètres plus objectifs et des règles plus claires sur l'enregistrement des réunions, la documentation des ordres verbaux et les communications associées aux campagnes. La deuxième réponse pourrait venir du pouvoir judiciaire, par le développement de critères jurisprudentiels plus détaillés, basés sur des facteurs tels que la motivation fonctionnelle, l'impact public et le lien direct avec les devoirs constitutionnels. Aucune de ces alternatives n'est encore pleinement consolidée, mais toutes deux font déjà l'objet de discussions préliminaires dans les milieux législatifs et juridiques. Sur le plan politique, le sujet dépasse le domaine technique et se transforme en un débat sur la légitimité institutionnelle. Pour les observateurs internationaux, le fait qu'un président en exercice ou récemment sorti de ses fonctions soit soumis à l'autorité judiciaire représente un test important pour la résilience démocratique des États-Unis d'Amérique. Au niveau interne, cependant, une partie de la population interprète ce scénario comme un signe de persécution politique, alimentant les discours qui présentent le système judiciaire comme un agent politisé. Cette perception a des conséquences directes sur la confiance dans les institutions et peut influencer les décisions électorales lors des cycles futurs. Même si le système juridique réaffirme actuellement sa capacité à imposer des limites, rien ne garantit que cette force se maintiendra si la perception du public se détériore au point de compromettre la légitimité des décisions. Certains chercheurs soutiennent que la survie pratique du principe de responsabilité dépendra moins du poids formel des tribunaux que du degré d'acceptation sociale du fait que la loi doit également s'appliquer à la fonction présidentielle. Dans cette perspective, la situation actuelle peut être interprétée comme un conflit entre deux conceptions de la République. L'une qui place les institutions et les règles au-dessus des individus, et l'autre qui concentre le pouvoir dans la figure du leader, renforçant ainsi la personnalisation de l'autorité. Le scénario reste indéfini. La reprise des actions judiciaires auparavant paralysées, l'utilisation stratégique des prérogatives exécutives, la dispute narrative sur la légalité, et le rôle des cours supérieures en tant qu'instance finale d'arbitrage créent un environnement dans lequel chaque nouvelle décision produit des effets en chaîne. L'existence de multiples procédures à différents stades, certaines encore à un stade précoce et d'autres déjà en appel, indique que le conflit institutionnel ne sera pas réglé en un seul jugement, mais qu'il tend à se prolonger sur plusieurs cycles juridiques et politiques. Il est donc essentiel de suivre attentivement les développements et de s'informer de manière approfondie, non seulement pour comprendre le cas spécifique, mais aussi pour comprendre ce qu'il révèle sur les limites du pouvoir, les tensions internes et les points faibles de la démocratie aux États-Unis d'Amérique.